Et c'est parti à présent pour Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à votre retraite et à la préparation de sa retraite en lien avec la campagne pour l'élection présidentielle. En ce moment, on voit que le sujet de la réforme des retraites est remis sur la table. Alors, on n'a pas forcément de calendrier, on ne sait pas également jusqu'à quel âge il faudra travailler pour avoir tous ses droits à la retraite. Et ça n'est pas le sujet de cette émission, mais le sujet, c'est de savoir s'il faut attendre ce que nous dira la réforme pour commencer à préparer sa retraite. Et pour préparer sa retraite, il faut épargner. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Benjamin Pedrini, directeur général d'Epsor. Bonjour Benjamin Pedrini. Bonjour Nicolas, merci. Bienvenue donc sur le plateau de Smart Patrimoine et également Serge Damariana. Bonjour. Bonjour Nicolas, merci de me recevoir. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur général d'Abeilvie. Je le rappelle pour ceux qui nous suivent que c'est anciennement Aviva, qui était un nom également assez connu. On va peut-être commencer avec vous, Serge Damariana. Vous avez d'ailleurs publié un livre blanc. Abeilvie a publié un livre blanc nommé « La retraite a de l'avenir ». Donc j'imagine que si je vous dis faut-il attendre la réforme pour commencer à épargner, votre réponse risque d'être non. Non. je pense qu'on peut aller directement à la réponse, c'est non. À la lecture du livre, si vous avez l'occasion de le lire, on est quand même sur des discussions à peu près qui tournent autour de 25 ans. Ça fait 25 ans qu'on parle de réformer la retraite. D'accord, ouais. Et 25 ans qu'on n'y arrive pas. Voilà. Enfin, il y a eu des étapes quand même. Il y a eu des étapes, il y a eu des discussions, il y a eu des rapports, beaucoup de rapports ministériels qui finalement n'ont pas abouti à une exécution. Aujourd'hui, je pense que la retraite est un élément qui touche tout à chacun. Elle n'est pas liée à une classe de la population particulière. Bien sûr, oui. Et s'y intéresser, c'est déjà un premier pas. L'avantage de toutes ces discussions-là fait qu'elle sensibilise et elle nous permet de nous préparer à l'incertitude quand même. Ça met le sujet sur le devant de la scène et ça alerte peut-être aussi sur cette idée que le système de financement des retraites n'est peut-être pas aussi solide qu'on pourrait le croire si on ne s'y intéresse pas et que donc il faut peut-être réfléchir soi-même à une sorte de revenu complémentaire à la retraite. Même question, Benjamin Pedrini, faut-il attendre la réforme pour commencer à préparer sa retraite? J'imagine que là aussi la réponse est non. Exactement, même réponse. Et vous venez de le dire. En fait, il y a d'un côté, on peut se poser la question de la solidité du régime des retraites et de sa capacité à financer les retraites à venir. Mais le vrai sujet, quand on parle de préparer sa retraite, c'est aussi de savoir ce à quoi on va avoir droit. Et en fait, quel que soit l'âge, qu'on parle de 62, qu'on parle de 64 ou de 65, le vrai sujet pour moi, dont les Français doivent se rendre compte, c'est le taux de remplacement en fait à la retraite. Et quand on regarde les taux de remplacement moyens, ils sont de l'ordre d'un peu plus de 50%. Alors, ils vont être de l'ordre de 80% sur les populations qui sont plutôt employés et ouvriers, mais ils peuvent tomber très, très bas assez rapidement. Et ça, on n'en a pas forcément conscience. Et quel que soit l'âge, en fait, il faut travailler sur ça pour éviter une perte de pouvoir d'achat lorsque l'on part à la retraite. Taux de remplacement, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est globalement de combien quel est le pouvoir d'achat que je vais perdre le jour où je serai à la retraite et entre mon salaire et la somme qui me sera versée à la retraite. Exactement, parce qu'on parle de cotiser jusqu'à un certain âge pour avoir une retraite à taux plein, mais on parle rarement du fait que le taux plein, en fait, c'est pas 100% de ses revenus sur la dernière année avant qu'on parte à la retraite. Et c'est important de le rappeler. Et ça, il faut effectivement le rappeler pour se rendre compte que ça s'anticipe, la préparation de la retraite, et que ça s'anticipe par l'épargne, justement. Serge Damariana, alors je rappelle Benjamin Pedrini que Epsor ça fait de l'épargne salariale. Abeilvie, on est sur de l'épargne plus classique pour l'épargne et la retraite. Et la retraite, justement, c'est le sujet aujourd'hui que je liais ensemble. Mais donc du coup, épargne et retraite pour les particuliers. Ça va être intéressant de voir si les stratégies que vous proposez pour préparer sa retraite sont complémentaires, différentes ou similaires. Si on veut préparer sa retraite et commencer en 2022, parce qu'effectivement, il y a des gens qui préparent déjà leur retraite. Il y a des dispositifs, il y a des assurances-vie, il y a un PER depuis quelques années maintenant. Si on veut commencer à préparer sa retraite en 2022, quel que soit son âge, quelle est la stratégie que vous imaginez, Serge Damariana? Vous l'avez mentionné tout à l'heure, l'épargne retraite. Je pense qu'aujourd'hui, la première question qu'il faut faire, c'est un bilan. Un bilan, voire un conseiller patrimonial qui puisse aujourd'hui orienter l'épargne des personnes, soit sur un objectif à court terme pour acheter une maison ou quelque chose, donc ça sera un petit peu plus de l'épargne. Et là, pour préparer ce qu'on disait un petit peu l'avenir,
de la retraite et qui sera plus un produit d'épargne. La loi Pacte en 2019 a mis, comme vous l'avez dit Nicolas, l'ensemble des produits pairs sur la table, qui a amené un ensemble d'éléments, qui a cassé certaines choses. On rappelle casser certaines choses, c'est qu'aujourd'hui, sur les produits PER offerts par l'ensemble du marché, il y a la possibilité de sortie de capital. Bien sûr. Oui. Avec aussi possibilité de sortir en rente ou sortir un bout en capital, un bout en rente. Donc ça, déjà, je pense que pour tout à chacun qui arrive à la retraite, se dire je vais avoir un complément, mais je ne connais pas mon espérance de vie, savoir qu'on peut récupérer une partie en capital, ça a beaucoup aidé. Avec Parce qu'avant, la crainte, c'était de dire finalement... Je vais recevoir un petit bout de rente. Oui, puis je ne vais pas vivre assez longtemps globalement pour récupérer tout le capital que j'aurais bloqué pour arriver jusqu'à la retraite. Et si on se le dit tous collectivement, même à titre personnel, lorsqu'on part à la retraite, quelle est la première chose qu'on a envie de faire ? Tous autour de la table. Je pense que vous, Nicolas ou Benjamin, c'est faire un tour du monde. C'est marrant, on aurait dû poser la question. Effectivement. Voilà, c'est faire un tour du monde ou atteindre un plaisir qu'on a cumulé tout le temps et se dire, voilà, la retraite, c'est un troisième vie et il faut que j'ai suffisamment de revenus pour atteindre mes plaisirs et pour pouvoir faire ce que je n'ai pas pu malheureusement faire pendant ma vie d'actif. Donc, je parlais de tour du monde, mais ça peut être un voyage en Polynésie ou visiter d'autres choses. Bon, le Covid nous a un petit peu ralenti mais, pour certains. Mais, et là, l'idée de pouvoir sortir un petit bout de capital, c'est voilà, prendre ce petit plaisir pour... D'accord. Donc, vraiment, les produits PER offerts par la loi Pacte nous ont permis d'offrir ça avec une incitation fiscale qui permet, lors de la cotisation sur des produits complémentaires PER, de pouvoir en fait d'allier ma cotisation avec un bénéfice fiscal et pouvoir bénéficier et participer à la construction de ma retraite. Donc je veux préparer ma retraite. Ce que vous nous dites, Serge et Mariana, c'est que la première chose à laquelle il faut penser, c'est un PER. Parce qu'il y a d'autres produits qui existent, il y a des assurances vie ou autres, mais là, ce que vous dites, c'est le PER est la première chose à laquelle il faut penser, parce que du coup, cette nouvelle version de produit retraite est plus facile d'accès que ce qui existait avant. Si vous anticipez la retraite, oui. Si vous anticipez la retraite, oui. Après, vous avez des produits d'épargne aussi qui sont très très bien sur le marché, mais vraiment pour la retraite, les produits PER sont très bien faits. Alors, on va peut-être rentrer un petit peu plus dans le détail dans un instant, peut-être du niveau des versements ou autre, ou comment est-ce qu'on peut ajouter d'autres investissements complémentaires. Benjamin Pedrini, les PER, il en existe aussi en épargne salariale. J'imagine que, est-ce que votre réponse, si je vous dis comment préparer sa retraite et commencer à préparer sa retraite en 2022, ça passe aussi par un PER ? Ça passe par un PER, ça passe effectivement aussi par l'épargne salariale. Chez Epsor, on fait, vous le disiez, de l'épargne salariale, mais aussi de l'épargne retraite. On adresse tous les dispositifs d'épargne des salariés, en fait, que ce soit sur le volet salarial ou retraite. Et donc, sur le volet retraite, on a des PER qui sont mis à disposition des salariés par leurs entreprises, sous différentes formes, parfois sous forme de cotisation obligatoire, donc ils vont avoir lieu tous les mois sur un régime de retraite et donc sur un PER, mais parfois également simplement le fait de donner accès à une enveloppe qui s'appelle un PER collectif. Anciennement, ça s'appelait des PERCO. Bien sûr. Et sur ces enveloppes-là, en fait, on peut commencer évidemment à préparer sa retraite. La loi Pacte a permis justement d'instaurer des incitations fiscales pour préparer sa retraite sur ces enveloppes-là. Et j'insisterai encore une fois, moi, effectivement, sur ce sujet de revenus additionnels à la retraite et donc du coup de remplacement par rapport à son revenu du travail, en alertant en fait sur les montants d'épargne dont il faut parler et qu'il faut que les Français aient en tête pour pouvoir se constituer à la retraite un supplément de revenus mensuels de l'ordre de 1 000 € environ. Il faut s'être constitué un matelas d'épargne de l'ordre de 300 000 €. Donc, d'accord. Okay. Rien qu'en évoquant ces chiffres, en fait, on peut prendre conscience du fait qu'il faut démarrer suffisamment tôt oui, et que quand bien même effectivement on est encore jeune, que la retraite paraît être quelque chose d'assez éloigné, commencer à épargner de façon régulière pour anticiper ce remplacement et se constituer un revenu supplémentaire à horizon 30-35 ans. On ne sait pas encore quel est l'âge qui sera défini, on en saura peut-être un peu plus dans les prochains jours, mais il faut anticiper tôt. Mais alors justement, la question des montants, on la verra peut-être avec vous, Serge Damariana, dans un instant. Benjamin Pedrini, sur le sujet épargne salariale, oui. Précisément.
on est sur de l'argent globalement qu'on n'anticipe pas toucher tous les ans, dont on n'a pas forcément besoin, sur lequel on ne compte pas. Est-ce que ça veut dire par exemple que pour bien préparer sa retraite, il faut automatiquement verser l'intégralité de son intéressement ou de sa participation sur des PER, ou c'est pas forcément la bonne stratégie? Ça peut faire partie d'une stratégie, patrimoniale. En fait, l'intéressement et la participation, déjà, si vous n'en avez pas besoin tout de suite pour un besoin immédiat, vous avez souvent bien intérêt à le placer, que ce soit sur un PE ou un PER, puisque vous allez économiser l'impôt sur le revenu. Bien sûr, si vous le percevez, si vous choisissez de le percevoir, vous allez payer de l'impôt sur le revenu. Et en fonction de votre situation, effectivement, vous allez opter plutôt sur un placement sur un PE ou sur un PER. Ça va dépendre effectivement de votre situation, de vos besoins à venir, de vos besoins d'épargne à venir, si vous avez déjà votre résidence principale ou pas, si vous avez à financer certains... C'est un cas de déblocage anticipé, l'achat d'une résidence. C'est un cas de déblocage anticipé. C'est un cas de déblocage anticipé qui, pour moi, rentre dans la construction d'une stratégie retraite, puisque c'est un des premiers éléments qui va permettre de réduire ses charges à la retraite. Et donc, du coup, commencer à épargner sur un PER pour potentiellement, à horizon 35-40 ans, débloquer ce PER et acheter sa résidence principale, ça rentre complètement dans la construction d'une stratégie retraite. Serge Damariana, si je commence à préparer ma retraite en 2022, je verse combien par mois sur le véhicule d'investissement que j'aurais choisi, et là en l'occurrence le PER? Alors, j'imagine que ça va dépendre de l'âge. Je ne vais pas faire un devoir de conseil à l'ensemble non, bien sûr. de vos... Non, mais je rebondis sur l'exemple s'il faut 300 000 euros sur un PER pour potentiellement anticiper avoir 1 000 euros de plus à la retraite. Est-ce que du coup, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour estimer ce que je peux verser moi aujourd'hui à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans sur un PER? Je pense que c'est la capacité d'épargne. D'accord. Je pense que c'est en regardant sa capacité d'épargne, c'est là où on peut constituer. En fait, il y a deux manières de voir. Soit vous constituez un pot et ensuite vous regardez combien vous allez avoir. Soit vous avez un objectif, comme l'a dit Benjamin, vous avez un objectif de 1 000 euros. Et on travaille avec le devoir de conseil pour atteindre ce montant et à savoir combien on doit épargner par mois. Donc, on a vu tout à l'heure, Benjamin l'a mentionné, sur l'achat de la résidence principale, c'est toute une question de stratégie, vraiment stratégie. Et dans les PER, vous avez la possibilité d'avoir aussi une stratégie d'investissement. C'est-à-dire qu'en fonction de l'âge des investissements, vous avez la possibilité d'avoir un investissement qui va être profilé sur des actifs qui vont être à plus fort rendement. Et plus vous arrivez à l'âge de la retraite, plus ces éléments-là vont être sécurisés sur un fonds euro pour pouvoir en fait finalement bien profiter et engranger toutes les plus-values que vous avez emmagasinées au cours de c'est ce qu'on appelle la gestion profilée ou pilotée. Donc plus on est jeune, plus on peut aller sur des actifs risqués, alors jeune dans le PER. Et augmenter sa capacité de rendement sur son produit. Et c'est tout ce qu'on conseille, c'est-à-dire aller en fonction de votre profil d'investisseur, soit aller sur un profil dynamique, modéré, ou prudent. Et là, en fonction de son profil d'investisseur, on peut aller chercher plus de rendement et essayer de minimiser, comme je disais tout à l'heure, le montant des 300 000 euros, c'est-à-dire par mois, tout ça va capitaliser. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir une performance le maximum. Et ça, les produits PER le proposent et tout vient sur un devoir de conseil en fonction de chacun. Tout le monde est différent. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question de combien il faut que je mette. Ça dépend de votre âge, ça dépend de votre situation, ça dépend il y a beaucoup de facteurs, capacité d'épargne. Donc je commencerai déjà par la capacité d'épargne et ensuite, quel est votre profil d'investisseur? Est-ce qu'il faut aller sur un profil plus dynamique, c'est-à-dire vous avez une capacité à aller sur des actifs un petit peu plus risqués et donc d'augmenter la performance, mais avec une perte potentielle, ou j'ai un profil modéré ou un profil prudent, où là, je vais avoir moins de risques. Mais l'idée, c'est toujours de chercher la performance. Merci beaucoup, Serge Damariana. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Abeilvi. Merci également Benjamin Pedrimi, directeur général d'Epsor. Merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous dès demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.